Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quatrième Pouvoir, Acrimed chez Blast. La guerre, les guerres, ne se mènent pas que sur les champs de bataille. Elles se mènent aussi sur le front médiatique afin de mobiliser l'opinion. Car pendant qu'on envoie des armes, des soldats ou qu'on bombarde, il faut convaincre. Dans un ouvrage collectif édité chez Agone, L'opinion ça se travaille, on peut lire ce que disait un général de l'OTAN lors du conflit au Kosovo. Je le cite. Pour les bavures, nous avions une tactique assez efficace. Le plus souvent, nous connaissions les causes et les conséquences exactes de ces erreurs. Mais pour anesthésier les opinions, nous disions que nous menions une enquête, que les hypothèses étaient multiples. Nous ne révélions la vérité que 15 jours plus tard, quand elle n'intéressait plus personne. L'opinion, ça se travaille comme le reste. Fin de citation. Dans un échange récent entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, diffusé dans le dernier film de Bernard-Henri Lévy, Notre guerre, le président français dit, je le cite, « L'esprit de résistance est très important pour nous, Français. Nous avons subi l'épreuve de l'occupation. » Ce à quoi répond son homologue ukrainien, je le cite aussi, « Je suis d'accord, Emmanuel, mais nous devons travailler sur l'opinion. » L'opinion, ça se travaille, oui. Et les grands médias y contribuent quotidiennement, comme nous le montrons dans les publications d'Acrimed et comme l'ont montré nos précédentes vidéos sur Blast. À chaque mobilisation sociale, à chaque conflit militaire, à chaque élection, le constat ne varie pas. Les grands médias sont des médias de parti pris. Alors redisons-le, ils ne sont pas tous semblables. Mais certains événements fonctionnent comme des vers grossissants, où les biais du traitement médiatique et son absence de pluralisme se donnent à voir de façon spectaculaire. En période de conflit militaire, le premier réflexe est de s'aligner sur la version et la lecture officielle et de relayer la propagande de l'État ou à défaut du camp occidental. L'autre invariant, c'est la dépolitisation, une simplification du conflit qui opère par une forme de présentisme. On se focalise sur l'instant, en oubliant ou en sélectionnant ce qui s'est passé avant. Par la bipolarisation aussi, le bien contre le mal, ou encore par l'émotion, lorsque les chefferies éditoriales choisissent de mobiliser les affects, souvent à géométrie variable. Enfin, une fois les hostilités ouvertes ou en cours de préparation, les grands médias sont au garde-à-vous. Le doigt sur la couture, les experts multicartes défilent en plateau pour prescrire les bonnes recettes capables de financer la guerre. Et bien souvent, les journaux acclament les militaires du camp occidental dans leurs colonnes. Le 22 juin dernier, par exemple, quelques jours après l'agression de l'Iran par Israël, alors que les bombardements étaient toujours en cours, le quotidien Le Monde ne cachait pas sa fascination pour l'aviation israélienne en décrivant, je cite, « sa chorégraphie opérationnelle audacieuse, s'appuyant sur une qualité de renseignement à couper le souffle. » Bref, on l'a compris, aujourd'hui, il s'agit de revenir sur le traitement médiatique des conflits armés. Parce que la presse est libre et la presse n'est pas contrôlée par 10 milliardaires. Vous êtes sérieux là ? Sérieux ? Qui dans ce pays défend les boîtes du CAC 40 à part moi, Rémi ? Qui ? Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité totale. Un journaliste de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser, penser. La malle, pas la malle. Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça. Les journalistes sont des cons, des contre-pouvoirs dans une société. C'est une plaisanterie. Non, tout de suite là. Ça a commencé. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. Pour qu'il y ait une guerre, il faut un ennemi. Et pour justifier une guerre et les dépenses militaires qui vont avec, il faut montrer que l'ennemi est dangereux et cruel. De tout temps, la propagande d'État a régulièrement trouvé ses relais dans les médias, souvent par le biais d'une propagande de masse. Dans son ouvrage intitulé « Propagande silencieuse », le journaliste Ignacio Ramonet montre, je le cite, comment sur des questions politiques graves ou à des moments historiques forts, la télévision et le cinéma de masse ont élaboré des images spécifiques, ajustées à un dessin idéologique et destinées à accompagner, comme une prothèse symbolique, la sensibilité collective, soit en dramatisant les préoccupations dominantes, soit au contraire, en euphorisant la conjoncture. Et puis, il ajoute « Les images des médias audiovisuels de masse sont des machines ressassantes où s'épanouissent et triomphent, superbes et bêtes, les stéréotypes. L'angoisse que ces images suscitent naît de leur abondance même, multipliée ad nauseam par les industries culturelles. » Cette propagande
grossière et violente dans les régimes autoritaires, est aussi présente dans les démocraties libérales. Récemment, par exemple, on a vu sur les chaînes d'information en continu Bernard-Henri Lévy et d'autres justifier les bombardements israéliens contre l'Iran, en servant les éléments de langage du gouvernement de Benyamin Netanyahou, qui affirme depuis des décennies que l'Iran est à 2 doigts de posséder l'arme nucléaire. Vous pensez que malgré tout, il fallait passer par là, que cette intervention, cette attaque israélienne était nécessaire? Je crois qu'elle était non seulement nécessaire, mais inévitable, et depuis d'ailleurs de nombreuses années. Sur le dossier iranien, je pense que la direction, le gouvernement israélien est à peu près dans le droit international et son offensive relève d'une véritable logique. D'ailleurs, aucun des pays occidentaux n'a condamné véritablement, ou en tout cas a réaffirmé le droit d'Israël à se défendre. Quand même, aujourd'hui, moi j'entends un certain nombre de gens m'expliquer que c'est Israël qui agresse l'Iran. Ça ne me choque pas. En tout cas, je comprends que Israël ait pris cette initiative. Nous n'assistons pas à une déclaration de guerre d'Israël. Cette guerre dure depuis 44 ans. C'est une nouvelle bataille dans une guerre, et peut-être pas la dernière d'ailleurs. Il se passe 6 jours, et en fait, la bombe nucléaire n'est toujours pas disparue. Nous sommes tous israéliens pour rappeler qu'Israël est la seule démocratie dans cette région du monde, et chacun peut y vivre comme il l'entend. Après, il y a les principes du droit international. Mais je m'en contrebalance des principes du droit international. Cette politique de la peur, les États-Unis, mais aussi la France, l'ont beaucoup alimentée durant la guerre froide, en produisant de nombreux clips et films de propagande anti-soviétique. L'un des plus célèbres est le film Le Cauchemar rouge, produit par le département américain de la Défense et largement diffusé aux États-Unis, qui montre comment serait la société américaine sous contrôle communiste. Extrait. You might call this a college town, communist style, as part of a long-range plan to destroy our free way of life. These young communists are studying the economic, political, and religious institutions that are the very heartbeat of America. The courses here in this strangest of all schools: espionage as a science, propaganda as an art, sabotage as a business. Le thème de la menace soviétique, qui trouve donc ses racines dans la guerre froide, lorsque l'URSS incarnait un contre-modèle idéologique, va aussi être usé jusqu'à la moelle par les médias français. On se rappelle par exemple de cette émission diffusée sur FR3 en 1985, dans laquelle Yves Montand rejouait la peur 1 an après la fameuse émission Vive la crise, où il chantait les louanges de l'économie de marché. Cette fois-ci, comme l'écrivait Le Monde diplomatique à l'époque, le traitement de choc de la télévision ne visait qu'une seule et même conclusion, je cite l'article, « L'Europe doit renforcer indéfiniment ses armées qui doivent se situer, bien entendu, dans l'ensemble atlantique et sans qu'à aucun moment elles remettent en cause les choix stratégiques de l'OTAN, c'est-à-dire des États-Unis. » Si, dans les grands médias, la menace russe a été ravivée dès 2008 avec la guerre en Géorgie, et surtout après l'annexion de la Crimée en 2014, bien avant l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le traitement de la peur et par la peur est le registre qui domine. En témoigne par exemple l'ouverture du JT de France 2 en avril 2016. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le réarmement de l'Europe face au réveil de la menace russe. Les dépenses militaires font un bond en Pologne, en Slovaquie ou dans les pays baltes. Ont-ils raison d'avoir peur? C'est un virage pour l'Europe. Après des années de baisse continue de l'effort militaire, le réarmement est en cours. C'est le cas de la France ou du Royaume-Uni, dont les budgets repartent à la hausse. Mais c'est le cas, bien davantage encore, pour l'Europe centrale, en cause le réveil de la menace russe. Bonsoir Étienne Lénard. Bonsoir David. Ces pays d'Europe centrale ont-ils raison d'avoir peur? Oui, cette inquiétude, elle se comprend. Eh bien oui, il y a de quoi être inquiet. On peut effectivement parler d'une menace russe? La Russie de Poutine a atteint l'un de ses objectifs. Elle fait à nouveau peur. Ce registre de la peur, il est mobilisé à géométrie variable, en fonction de l'acteur et des populations visées. On n'entend jamais, par exemple, parler de menaces israéliennes pour ses voisins, alors que les violations du droit international par l'État d'Israël et ses agressions contre différentes populations de la région sont légion, et ce depuis plusieurs décennies. Mais la peur ne fait pas bon ménage avec l'information de qualité, et peut même conduire certaines rédactions à perdre carrément leur sang-froid.
Exemple, lorsque dans la nuit du 3 au 4 mars 2022, l'armée russe a pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijia, située dans le sud-est de l'Ukraine. C'est toute l'Europe qui frissonne, s'inquiète-t-on sur France Inter. Vladimir Poutine utilise la stratégie de la peur, nous prévient France 2. Il menace l'Europe d'un désastre atomique, s'alarme même Le Figaro. Si ces craintes peuvent de prime abord sembler légitimes, cette stratégie de la peur a surtout touché les médias, répercutant leur angoisse en boucle et en continu. La chaîne TF1 annonce des bombardements sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Et France 5 consacre une émission de C'est dans l'air à la centrale attaquée, affirmant que Poutine joue avec le feu. Cette vague de panique médiatique se traduit par les choix de une des quotidiens nationaux et régionaux du lendemain, et des vidéos diffusées dans tous les JT. En réalité, tous les médias reprendront la même image, cette image inquiétante, donnant l'impression d'une explosion dans la centrale. Or, cette image, parfois présentée comme un bombardement par Le Monde, est en fait l'image d'une fusée éclairante. Et si l'attaque a bien eu lieu, elle s'est produite à plusieurs centaines de mètres des réacteurs nucléaires, ce que signalent d'ailleurs les contenus des articles moins alarmistes en général que les titres et les images choisis. Enfin, si l'on avait pris le temps d'écouter les quelques experts invités à des heures de faible écoute sur France Info ou France 24 le jour même, le niveau d'inquiétude serait redescendu d'un cran dans les rédactions. La vraie question de la sécurité du nucléaire civil en temps de guerre méritait certainement mieux. Cette politique de la peur prépare l'opinion à la guerre, quitte à tordre la vérité. Comme pendant la guerre du Kosovo, quand Jean-Pierre Pernaut, au journal de TF1 de 13h du 20 avril 1999, parle, je cite, de 100 000 à 500 000 personnes qui auraient été tuées. Alors que le bilan du conflit s'avérera 10 à 50 fois moins meurtrier. Jolie découverte. Quitte à tordre la réalité donc, voire même à fabriquer des mensonges. Revenons sur une affaire vieille de 35 ans. Le 14 octobre 1990, soit 2 mois après l'invasion du Koweït par l'armée irakienne de Saddam Hussein, une jeune Koweïtienne, que les médias désignent alors comme l'infirmière Nahira, témoigne en larmes devant une commission du Congrès américain. My name is Nahira, and I just came out of Kuwait. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. Elle était présente à l'hôpital d'Al-Adan, au Koweït, où sont soignés de nombreux nouveau-nés et, dit-elle, elle a vu des soldats irakiens pénétrer dans l'enceinte hospitalière pour y commettre le pire. Ils ont tiré les bébés des couveuses, ils ont pris les couveuses et ont laissé mourir les bébés sur le sol froid, affirme-t-elle. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. La séquence, qui dure 6 minutes, a été reprise par les médias du monde entier, sans conditionnel. Durant des semaines, des mois, cette histoire servira d'argument pour justifier une intervention militaire des forces occidentales et pour montrer, s'il était encore nécessaire, les horreurs du régime de Saddam Hussein. 4 mois plus tard, invité par Anne Sinclair sur le plateau de 7 sur 7 sur TF1, Alain Minc rapporte cet épisode en disant qu'il n'existe pas d'image des atrocités commises. Depuis qu'il envahit le Koweït, on sait qu'il y a eu des milliers de morts, il y a eu des exactions, il y avait des couveuses dont on débranchait les tuyaux. Mais ça, évidemment, Saddam Hussein n'a pas fourni via son agence de presse favorite, je veux dire CNN, les bandes pour qu'on les passe au journal de 8 heures. Alors évidemment, il y a 2 poids, 2 mesures. D'un côté, il y a ce qu'on sait intellectuellement et de l'autre, il y a ce qu'on voit. Le raisonnement devient alors circulaire et par là irréfutable, au service d'une idéologie. Ce que l'on vous dit, on ne peut pas le prouver, mais imaginez-vous que c'est bien pire. Mais quelque temps après, tout s'effondre. On apprend qu'il s'agissait en réalité d'un tissu de mensonges et que Nahira a tout inventé et qu'elle n'est pas infirmière, mais la fille de l'ambassadeur du Koweït exilé à Washington. Coachée par des proches de Ronald Reagan, elle a, par son témoignage, contribué à ce que l'opinion soutienne l'action des puissances occidentales contre les armées de Saddam Hussein lors de la guerre du Golfe. Une douzaine d'années plus tard, le 24 septembre 2002, Tony Blair, Premier ministre britannique, affirmait devant la Chambre des communes à Londres, je le cite, « L'Irak possède des armes chimiques et biologiques, ces missiles peuvent être déployés en 45 minutes. » De son côté, Colin Powell déclarait devant le Conseil de sécurité de l'ONU, je le cite, « Saddam Hussein a entrepris des recherches sur des douzaines d'agents biologiques provoquant des maladies telles que la gangrène gazeuse, la peste, le typhus, le choléra, la variole et la fièvre hémorragique. »
Enfin, le vice-président Dick Cheney assurait en mars 2003, je le cite aussi, « Nous croyons que Saddam Hussein a, en fait, reconstitué des armes nucléaires ». Comme le rappelait Ignacio Ramonet dans Le Monde diplomatique, toutes ces dénonciations ont été reprises et amplifiées par les grands médias bellicistes transformés en organes de propagande. Elles ont été répétées ad nauseam par les réseaux de télévision, Fox News, CNN, etc. et même des journaux prestigieux comme le Washington Post ou le Wall Street Journal. À travers le monde, ces accusations mensongères ont constitué l'argument principal de tous les va-t-en-guerre. Le New York Times a aussi participé au bourrage de crâne. À sa une, on pouvait lire les titres suivants. « Arsenal secret, : la chasse aux bactéries de la guerre ». Autre titre, un déserteur décrit les progrès de la bombe atomique en Irak. Encore, un Irakien parle des rénovations des sites d'armes chimiques et nucléaires. Ou aussi, des déserteurs confortent le dossier américain contre l'Irak. En France aussi, les partisans des guerres justes se relaient sur les plateaux télé ou sur les ondes. André Glucksmann, Pascal Bruckner, Alexandre Adler ou Romain Goupil sont partout pour promouvoir la propagande de l'administration Bush. Ce qui est en train de se passer en Irak, c'est effectivement, il a des armes de destruction massive. Il est en train de dire que Saddam n'a pas d'armes de destruction massive, mais même les inspecteurs l'ont prouvé, les inspecteurs l'ont montré. Dans le documentaire de Robert Greenwald, Uncovered, sorti en 2003, un ancien officier de la CIA a révélé comment fonctionnait ce système de fabrique des fake news officielles. Extrait. What they would do is you'd have the Iraqi National Congress taking bogus defectors, the information from them, giving them to the Pentagon, and then the Iraqi National Congress then giving them to the journalists. And they said, if you don't believe us, the Iraqi National Congress, call up the Pentagon. So you had this circular reporting, and you've had the New York Times admitting that it was using one source for all of its information on weapons of mass destruction. And it was, self-affirming by going to the Pentagon, which to put this stuff on paper. And a lot of these stories, the journalists didn't want to look into because the editors told them to run with. We're going to be supportive of the administration. It's the patriotic thing to do. Tout cela n'était que propagande. Ces deux affaires, liées aux deux guerres du Golfe, ont sérieusement entamé le crédit des médias dominants. Et c'était avant l'explosion d'Internet et l'émergence des réseaux sociaux numériques. La dernière grande fake news relayée par les médias, c'est celle des 40 bébés décapités par le Hamas. Le 10 octobre 2023, 3 jours après le massacre de plus de 1100 personnes, dont 700 civils, l'armée israélienne autorise des journalistes de la presse étrangère à pénétrer dans le kibboutz de Kfar Aza, proche de la bande de Gaza. Sur I24 News, une journaliste annonce que, je cite, « l'un des commandants présents a déclaré qu'au moins 40 bébés avaient été tués » et ajoute que, je cite, « certains d'entre eux ont eu la tête coupée. Il a dit qu'il n'avait jamais vu de tels actes de brutalité. » L'information est ventilée par les autorités israéliennes durant de longues semaines et relayée par différents ministres de pays occidentaux. Lors d'une conférence de presse, Joe Biden affirme même avoir vu ces images. Quelques heures plus tard, la Maison-Blanche dément les propos du président des États-Unis, expliquant qu'il n'a pas vu les images, mais qu'on les lui a rapportées. Entre-temps, la fake news est reprise en boucle sur les réseaux sociaux et fait le tour des médias traditionnels. Donc c'est un plan média, vraiment organisé par Tsahal, par l'armée israélienne, pour montrer l'indicible. Écoutez, je vais vous dire ce qu'ont dit les reporters qui ont vu les images. Les enfants et même les bébés ont été tués également. Et de quelle manière ? Des femmes, des enfants, 40 bébés décapités. Exemple parmi trop d'autres exemples, des dizaines de morts décapités parfois dans la localité de Kfar Aza, dont de nombreux bébés. On reverra dans quelques minutes l'émotion du journaliste d'I24. On dénombrait pas moins de 40 enfants qui ont été exécutés, éventrés. Parmi eux, des bébés. Une forme de daéchisation du Hamas, des méthodes en tout cas du Hamas. Ils ont même franchi un cap parce que même Daesh, moi j'ai consulté un certain nombre d'experts spécialistes de l'État islamique, ils m'ont confirmé que Daesh n'a jamais décapité les nourrissons, ce qu'a fait le Hamas. Des bébés ont été massacrés, ont été même décapités. La presse sur place a vu l'étendue des ravages et l'étendue du crime de masse qui a été commis sur place. Ça n'a pas été démenti du tout. On a même hier le porte-parole de l'armée israélienne qui s'est rendu sur place et qui l'a dit, j'ai ces propos-là,
Il dit, je viens de voir moi-même, je tenais à voir moi-même des personnes décapitées, également des bébés. Ils m'ont dit avoir découvert le corps d'un bébé. Il a été brûlé, vivant, je crois, dans un four. Ça vient d'être confirmé aujourd'hui par, je crois, une source des autorités israéliennes. Il y a bien 40 enfants qui ont été tués et des soldats ont vu quelques enfants décapités. Même dans les moments les plus déconcertants et les plus troublants et les plus horribles, on a besoin de se raccrocher à des faits en commun. Il est important qu'on garde des faits en commun, qu'ils nous arrangent ou qu'ils nous dérangent. Des gens qui vont être plutôt pro-palestiniens vont avoir du mal à accepter que ces crimes ont été commis. Mais voilà, c'était faux. Au 5 décembre 2023, notre Libération, selon les données de l'Institut national des assurances israélien, on trouve un seul bébé parmi les victimes du 7 octobre, où 37 mineurs ont été tués, dont 7 enfants de moins de 10 ans. Et il n'y a eu aucun bébé décapité, malgré l'assurance de toutes celles et ceux qui ont propagé ce mensonge. Du côté des médias français, l'autocritique n'a jamais vu le jour. Non seulement les démentis n'ont pas été médiatisés dans des proportions égales à celles qui avaient massivement accompagné la fake news, mais à l'heure où nous diffusons cette émission, de très nombreuses vidéos mensongères sont toujours en ligne. On l'a vu avec le 7 octobre 2023, quand l'Occident et ses alliés sont réellement touchés sur leur sol, alors l'information devient un événement total, au sens où il mobilise tous les canaux et occupe tous les espaces médiatiques. En dehors de l'événement, plus rien n'existe. En février et mars 2022, l'attaque russe contre l'Ukraine est de fait devenue un événement total. À titre d'exemple, Anne-Sophie Lapix a délocalisé le 14 mars 2022 la présentation du 20h de France 2 en Ukraine sur le parvis d'une gare, un dispositif rarissime pour une mise en scène sans grande valeur ajoutée sur un plan informatif. Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette édition spéciale du 20h en direct de Lviv en Ukraine. Nous sommes sur le parvis de la gare de Lviv. Il y a quelques instants, les sirènes ont retenti. Nous avons dû nous réfugier dans un des souterrains de la gare. L'alerte a été levée il y a quelques minutes à peine. Car il faut dire que plus encore qu'ils informent massivement, les médias s'engagent. Les directions de chaînes passent des partenariats avec des ONG dont les campagnes de solidarité couplées passent à l'antenne. L'ensemble des rédactions de BFM TV et de RMC s'associent au Secours populaire français pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine. Pour faire un don, rendez-vous sur secourspopulaire.fr. D'autres revendiquent l'affichage du drapeau ukrainien incrusté sur les écrans, jusque dans un épisode de Pékin Express sur M6 ou en une des journaux. Des journalistes s'autorisent soudain à partager à l'antenne leurs émotions. Sur France Inter, Nicolas Demorand réagit par exemple à une chronique de sa consoeur Sonia De Villers à propos d'une photo de presse où figurent 2 femmes enceintes fuyant la maternité de Mariupol. L'une a accouché, l'autre est morte. Extrait. Mariana vivra-t-elle avec le fantôme de cet inconnu qui ne s'est jamais relevé? La petite Véronica avec celui de cet autre bébé qui n'est pas né. Étrange existence, étrange coexistence de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants dont la photographie de guerre a mangé les visages à un instant T et les a figés dans leur universalité. On est écrasés dans ce studio et tous les larmes aux yeux. Sonia De Villers, merci. France Inter. Ce ne sont évidemment pas l'émotion des journalistes, leur campagne de solidarité ou la polarisation de l'agenda qui interrogent en tant que telle. La gravité de la guerre en Ukraine, le tournant qu'elle représente au niveau européen et ses conséquences sur le plan international ne sont plus à démontrer. Il s'agit plutôt de constater la force de ces choix journalistiques et le niveau d'engagement éditorial et politique que peuvent atteindre unanimement des rédactions quand elles le décident, quand elles estiment que l'enjeu le mérite. Et partant, de constater que ces choix éditoriaux sont à géométrie variable. Il ne s'agit pas de hiérarchiser les guerres et leurs victimes, comme le font ces médias, mais de prendre acte des possibles journalistiques et de souligner leurs usages différenciés à l'œuvre, ici, plutôt que là. On ne peut en effet s'empêcher de penser à la quasi-indifférence médiatique face aux centaines de milliers de victimes des guerres au Yémen, en Irak ou en Syrie. On ne peut s'empêcher de penser au bombardement systématique des hôpitaux de Gaza, rasés par l'armée israélienne, ou à la destruction, en décembre 2023, de la plus grande clinique de fécondation in vitro et de près de 4000 embryons, qualifiés en mars 2025 par les enquêteurs de l'ONU, je cite, d'actes génocidaires. Autant d'événements qui n'ont jamais bénéficié d'une couverture médiatique digne de ce nom. Aussi,
Lorsque le 24 février 2022, on entendait Gilles Boulot déclarer à juste titre dans le 20h de TF1 que sur le papier, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est un peu David contre Goliath, on songeait immanquablement aux bombardements israéliens en Palestine ou au Liban, qui émaillaient déjà l'actualité depuis des décennies, sans jamais avoir été analysés sous cet angle, celui de l'asymétrie du rapport de force entre les différents acteurs en présence. Mais s'il y a bien un événement que l'on peut classer comme événement total, c'est l'attaque du 11 septembre contre les États-Unis et la destruction des tours du World Trade Center. Cet attentat hors norme, près de 3000 morts sur le sol américain, dont 2700 en quelques heures à New York, a bouleversé autant par son ampleur que par l'identité de ses victimes. Ce n'est pas minimiser cette attaque que de constater que sa médiatisation et la place qu'elle occupe encore dans l'imaginaire collectif français et occidental dépassent celle de toutes les autres attaques ayant eu lieu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le bombardement de Haiphong en Indochine par l'armée française le 23 novembre 1946, qui fait état d'environ 6000 morts, principalement des civils, en une journée, n'est qu'un exemple des événements dont sont remplies les oubliettes de l'histoire. Tombée aussi dans les oubliettes médiatiques, l'attaque irakienne contre les Kurdes le 16 mars 1988, faisant plus de 5000 morts civils en quelques heures dans la ville d'Al-Habja. Cette attaque a eu lieu durant la guerre Iran-Irak, et à ce moment-là, Saddam Hussein était encore un ami des Occidentaux. Si les médias relatent objectivement cette attaque grâce aux correspondants sur place, ils se contentent du service minimum. France 2, Antenne 2 à l'époque, y consacre un sujet de 2 minutes et 30 secondes dans son JT de 20h le 23 mars 1988, et puis n'en reparle plus. Durant le mois qui a suivi le bombardement, Le Monde y a consacré moins d'une dizaine d'articles, plus ou moins longs, dans ses pages internationales. À titre de comparaison, durant le mois qui a suivi les attentats du 11 septembre, Le Monde a publié près de 1000 articles sur l'événement, lequel a fait la une 7 jours de suite. Puisque Le Monde, alors quotidien de référence, a accordé une telle place à ces attaques, notamment en donnant le la avec le fameux éditorial de Jean-Marie Colombani « Nous sommes tous américains », il n'est pas surprenant que le 11 septembre ait occupé l'ensemble des médias et des rubriques à l'intérieur même des médias. Des pages politiques des journaux aux émissions culturelles des radios, en passant par les talk-shows des télévisions, les attentats du 11 septembre étaient sur toutes les lèvres et dans tous les cerveaux. France Inter déplaçait alors sa matinale à New York, quelques jours après les attaques. Mais pour y faire quoi ? Pour y dire quoi ? On écoute les meilleurs échanges de l'émission animée à l'époque par Stéphane Paoli. France Inter est en effet à New York, il est ici 1h16, 7h16 à Paris, et en studio avec nous, et merci, parce qu'il est tard pour vous, Bill Kornblum. Vous avez traversé New York pour venir nous rejoindre dans ce studio d'Inter. Il y a toujours beaucoup de monde, même à cette heure-ci dans les rues encore. Non, il n'y a pas beaucoup de monde ce soir. D'habitude, il y en aura beaucoup davantage. Oui, bah alors vous dites pour vous, c'est pas beaucoup. Nous, on est frappés de voir encore tellement de gens dehors à cette heure-ci avec les bougies. Ça devient presque un rituel maintenant, la bougie, le soir à la main dans les rues de New York. Ces jours-ci, oui. On m'a raconté une histoire, mais c'est formidable. Après le premier choc sur la première tour, il paraît qu'il y avait des gens qui continuaient à aller s'acheter en bas des hot dogs et du Coca-Cola. Alors, il paraît qu'il y a des gars qui continuaient, vous voyez, à avoir leur way of life. D'habitude, un accident, je vais quand même m'acheter mon Coca, etc. Mais il y a des trucs sidérants. C'est ce que disait d'ailleurs Bertrand Vanier, qui rentrait tout à l'heure d'un petit tour dans le centre de New York. Partout, par terre, on vend des photos du drame, mais on les vend, on les donne pas, on vend la tour en flammes et on dit c'est selon la taille de la photo entre 2, je sais plus combien il m'a dit, 2 et $10 je crois. Enfin, on vend des t-shirts aussi, le business continue. Sur les questions internationales, les grands médias relaient l'agenda politique des dirigeants occidentaux, amplifiant leurs priorités et légitimant leurs décisions. Ils se contentent souvent de reproduire les discours officiels sans offrir une analyse approfondie et encore moins souvent une critique étayée. Interrogé par Le Monde en mars 2000 sur le caractère moutonnier qu'il prête aux journalistes, le porte-parole de l'OTAN de l'époque répond, je le cite, « Dans ce genre de situation où 400 journalistes sont enfermés dans un lieu clos, il y a le danger que les journalistes soient un peu trop dépendants d'une seule source d'information. J'étais un peu gêné d'être dans la situation où des journalistes qui ne pouvaient pas être sur le terrain au Kosovo voyaient en moi une sorte de source universelle d'être omniscient. Les journalistes avaient un peu trop investi sur ma personne et ce n'était pas sain. »
Et c'est ainsi qu'en diffusant les discours officiels, les grands médias racontent l'histoire officielle, avec ses conséquences qui n'ont presque jamais de cause, car les causes et les enjeux sont décrits comme ennuyeux, compliqués et fatigants. Ainsi, le 11 septembre semble-t-il avoir surgi de nulle part. Exit les réflexions et l'information sur le soutien américain au fondamentalisme islamique en guerre contre les armées soviétiques. Oubliez le bombardement d'une usine soudanaise et de camps afghans par l'aviation des États-Unis en août 1998. Récemment, dans le conflit ukrainien, le simple fait d'interroger sur un plateau les conséquences des politiques occidentales et l'extension de l'OTAN vers l'Est notamment, valait au choix des rappels à l'ordre ou des accusations de complicité avec Poutine. Ce présentisme, on l'a bien sûr aussi retrouvé avec la guerre coloniale menée par Israël en Palestine. Les médias ont souvent présenté l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 comme le point de départ des violences, occultant des décennies d'occupation en Cisjordanie et de blocus à Gaza. Ils ont alors réactivé avec vigueur la vulgate chère à Manuel Valls et consorts, postulant, je cite, qu'expliquer serait justifié. Rien n'est plus monstrueux que de vouloir expliquer la barbarie et de se donner l'air en plus de mieux la comprendre en le faisant. Indexer ce qui s'est passé en Israël sur une politique qu'on désapprouve, que je suis le premier à désapprouver, déduire l'abominable de la politique, c'est monstrueux. Ce raisonnement est monstrueux. Vouloir raisonner ici, c'est monstrueux. Cette focalisation sur le 7 octobre 2023, présentée comme un événement monstrueux, coupé de tout contexte, a permis de légitimer les bombardements israéliens, tout en stigmatisant les appels au cessez-le-feu et en marginalisant les voix qui dénonçaient les violations des droits humains à Gaza. C'est de cette couverture sélective que découle la hiérarchie des vies et des victimes. Les morts ukrainiens, new-yorkais ou israéliens suscitent plus d'empathie médiatique que les morts palestiniens, irakiens ou aujourd'hui iraniens. Quant aux voix monstrueuses, dont le seul tort consiste à restituer historiquement la séquence, elles sont logiquement disqualifiées ou mises en sourdine. Le présentisme et la simplification à outrance de la lecture des conflits conduit les grands médias à piocher sans cesse dans le registre enfantin des maléfices personnalisés et des sauveurs providentiels, en opposant de façon binaire le camp du mal contre le camp du bien, de la barbarie contre la civilisation. Les méchants, Saddam Hussein, Milosevic, les talibans, Ben Laden, le Hamas, Poutine, contre les gentils, l'OTAN, Emmanuel Macron, Zelensky, les soldats israéliens. Comme le note Pierre Imbert dans Le Monde diplomatique, je cite, « À M. Volodymyr Zelensky, héros de la liberté, les éditorialistes opposent un paranoïaque avec ce visage réchappé au botox qui lui donne une fixité inquiétante et cette phobie proprement hitléroïde des microbes et des virus. Même souci de la mesure dans les colonnes de l'Obs. Une anomalie neurologique et des modifications du lobe frontal induiraient chez le président russe un comportement proprement aberrant au regard des critères de santé mentale de l'hebdomadaire. Je cite, « Dans la guerre de l'image et de la communication, le maître du Kremlin, bientôt 70 ans, chauve, boursouflé, ne fait pas le poids face au sémillant président ukrainien, 44 ans. » Depuis le début de la guerre en Ukraine, les médias raffolent de ce type de récits dépolitisants. Le champ lexical de la psychiatrie n'a pas manqué pour sonder le cerveau de Vladimir Poutine. Quand il n'est pas comparé à Hitler, le dirigeant russe fait l'objet de rumeurs et de diagnostics à l'emporte-pièce sur les plateaux télé ou dans les colonnes des journaux, comme lorsque le Midi Libre improvisait à peu de frais une liste des symptômes du, je cite, « syndrome de toute puissance ». Autant de pratiques qui tendent à dépolitiser et à évacuer les enjeux géopolitiques réels, privilégiant la psychologisation d'un seul homme ou l'analyse des traits de son visage, plutôt que l'information sur le fonctionnement structurel d'un régime autoritaire. Je crois que cet homme perd le sens des réalités, pour rester poli. Comment pouvez-vous dire ça ? Mais écoutez... Vous dites il perd le sens des réalités, et je vous ai interrompu pour rester poli. Vous alliez dire qu'il devient fou, c'est ça ? Nous nous sommes tous posé la question suivante tout à l'heure. Vladimir Poutine est-il fou ? On va essayer de se mettre dans la tête de Vladimir Poutine.
Parce que une des questions qu'on se pose ces derniers temps, oui, c'est Vladimir Poutine est-il devenu fou? A-t-il la maladie de Parkinson? La rumeur est très relayée. Certains se demandent s'il est malade. Pourquoi revient-on à se poser ce genre de questions? C'est une espèce d'excité complet. Il prend énormément de médicaments, il n'est pas en bonne santé et ça n'aide évidemment pas à sa santé mentale. C'est peu dire que le journalisme a complètement perdu les pédales. De l'autre côté de la balance, les médias dressent le portrait des héros. Du commandant Massoud en Afghanistan à Volodymyr Zelensky en Ukraine, en passant par les soldats israéliens. Les médias aiment faire des portraits sans ombre et sans tache des combattants du bien. En temps de guerre, alors qu'il faut meubler des journées entières d'infos en continu et moultes éditions spéciales, ce genre de sujet se révèle bien utile. Et peu importe, au fond, que la gravité des enjeux contraste avec la légèreté et la superficialité du propos. Parallèlement, journalistes et éditorialistes n'ont pas manqué de qualificatifs pour vanter la gestion de la guerre en Ukraine par Emmanuel Macron en mars 2022, quitte à suivre, tel des ombres, la communication de l'Élysée. Père de la nation, chef de guerre, pacificateur en chef, revenons sur ce cas d'école de journalisme de cour. Si l'on a vu que par temps de guerre, le suivisme exacerbé de la communication gouvernementale est loin d'être une nouveauté, il a revêtu ici une double dimension. Le traitement du candidat Macron, alors président, engagé dans sa campagne présidentielle, s'est superposé à la couverture de ses orientations politiques vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Un couplage que les récits journalistiques ont mis en scène à outrance, notamment à travers la cofabrication de la figure du chef de guerre, dont la réélection n'était presque qu'une formalité. La guerre en Ukraine, un tremplin pour la réélection d'Emmanuel Macron? En tout cas, le costume de chef de guerre endossé, malgré lui par le président de la République, semble séduire les Français. C'est par exemple ce qu'écrivait La Dépêche, avant de théoriser un effet drapeau dans les sondages d'intention de vote. Du Monde à l'Opinion, en passant par la quasi-totalité de la presse quotidienne régionale, et sans oublier la radio, le journalisme de révérence faisait la une. Un exemple, le rédacteur en chef de l'Obs, Sylvain Courage, ne savait plus comment décliner les courbettes. Le 3 mars 2022, il qualifiait Emmanuel Macron, je le cite, de « solennel et fédérateur, ayant plus souvent dit « nous » que « je », et il célébrait l'indéboulonnable père de la nation, un gardien de la démocratie, Emmanuel le rassurant, avec cette phrase d'accroche qui donnait le ton « c'est en président que l'on redevient président ». Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Partout, les commentateurs ont fusionné avec les communicants, jusqu'à la nausée. La médiatisation des clichés d'Emmanuel Macron lors d'un coup de téléphone avec Vladimir Poutine, nous dit-on, diffusé sur Instagram par la photographe officielle du gouvernement. À cette occasion, Samuel Gontier rapportait pour Télérama une séquence de communication propagandiste entendue sur BFM TV. Cette alternance de couleurs de noir et blanc, d'un président tête dans les mains, c'est que la situation est grave, c'est qu'il ne compte pas ses heures, apprécie Vincent de Rosier de RTL. Avec ces photos, on a toute la démonstration que le président est au travail 24 heures sur 24, sur ce dossier, la nuit s'il le faut. Ou encore Pierre Servant, l'expert médiatique en chef. Si Macron a la barbe, c'est qu'il a un autre dossier sur le feu, le Mali. Il a de quoi passer ses week-ends dessus et être un peu fatigué, marqué physiquement. Des pratiques qui sont loin d'être l'apanage des chaînes d'infos. Une autre livraison du même acabit, par la même photographe, le 13 mars 2022, a de nouveau fait les choux gras des journaux people et féminins biberonnés aux réseaux sociaux. Avec la capuche du hoodie, le cheveu peu, voire pas du tout coiffé, et le jean marine, la barbe de 3 jours complète le look Startup Nation. Lisait-on par exemple dans le magazine Elle, qui poursuivait: à vue d'œil, le président a dû dormir une 12aine d'heures en 2 semaines et la mobilité de sa paupière supérieure s'en ressent. Message implicite, Emmanuel Macron, comme les Français, n'a pas trop le cœur à rigoler ces jours-ci. Ainsi, une nouvelle fois, les rédactions ont suivi le pas de la communication gouvernementale, co-construisant la figure d'un Macron chef de guerre et vantant sa gestion de la guerre en Ukraine. Conquis par ce père de la nation, gardien de la démocratie, ils en auraient presque annulé les élections. Si des récits de ce type semblent totalement normalisés dans les grands médias, c'est aussi parce qu'ils s'inscrivent dans un climat ordinaire favorable à la chose militaire. Outre l'omniprésence du commentaire militaro-stratégique sur les antennes, on ne compte plus les articles de promotion de matériel militaire, tout particulièrement au Figaro, dont le groupe propriétaire, Dassault, figure parmi les plus gros vendeurs d'armes du pays. Ordre, autorité,
nationalisme, sécurité. Ces mots d'ordre saturent régulièrement l'agenda médiatique. Et sur les plateaux, les représentants de l'armée disposent de rondes serviettes quand ils ne sont pas portés au pinacle et même envisagés comme de potentiels candidats à la présidence de la République. Rappelons par exemple cette incroyable séquence de promotion de l'ex-chef d'État des armées, Pierre de Villiers, encensé par les médias en 2020. Extrait. Ce que vous venez de dire là, c'est un programme politique. Oui, mais vous savez bien que la France, la droite en l'occurrence, cherche un homme providentiel, a un besoin d'autorité. Vous pourriez formidablement les incarner. Donc, vous pourriez vous projeter dans un poste, dans une carrière politique. Un militaire, un général, ça prend ses responsabilités, non ? Il y a beaucoup de gens qui vous demandent de rentrer dans l'arène politique. Et vous, sérieusement, est-ce que par exemple sur la présidentielle, je ne vais pas vous taquiner tout ça, vous dites oui, vous dites peut-être ou vous dites non ? Je vous écoute attentivement, Général, c'est pas la première fois. Jusqu'à présent, on vous avait reçu lors de votre précédent livre, j'avais l'impression d'entendre un général à la retraite, toujours très haut gradé dans l'esprit. J'ai l'impression d'entendre aujourd'hui un homme politique qui se prépare à une campagne et pas une campagne militaire. Je me trompe ? Dans une telle ambiance, on ne s'étonne pas que les éditorialistes n'aient pas besoin d'être convaincus pour envoyer des soldats, armer des avions et augmenter les dépenses militaires. Comme les escargots, lorsque tombent les premières gouttes de pluie, à chaque projet de guerre humanitaire et à chaque intention de lâcher quelques bombes, les va-t-en-guerre sont de sortie. Guerre du Golfe, Kosovo, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, Ukraine, Gaza, Iran. Les médias aiment donner la parole aux G.I. Joe de la pensée géopolitique ou de la grande cause du réarmement. Héros sans frontières, guerriers de l'univers, G.I. Joe, G.I. Joe. Avec l'allocution d'Emmanuel Macron à propos de la guerre en Ukraine le 5 mars 2025, ils se sont mis en ordre de marche. Mené tambour battant, le SAV du discours présidentiel s'est accompagné d'une nouvelle séquence de matraquage contre le modèle social et pour travailler plus, au nom, prétendument, de l'effort de guerre. Pension aux munitions, les canons ou les allocations, signé Dominique Seux et Étienne Gernel, les deux slogans donnent le ton. Et les haut-parleurs médiatiques s'en sont donnés à plein poumon. Faire le tri des dépenses budgétaires et sociales au profit de l'impératif militaire, sermonne Nicolas Bétou dans l'Opinion, dont la une s'enthousiasme pour cette rigueur qui vient. Concrètement, je cite encore, « Il pourrait s'agir de travailler plus longtemps, de ne plus indexer les retraites sur l'inflation, de supprimer les dépenses sociales les moins utiles. » Et c'est peu dire que le quotidien entend peser sur les réformes envisagées par Emmanuel Macron. Pas d'échappatoire, il faut réduire les dépenses publiques, prescrit de nouveau Nicolas Bétou 2 jours plus tard. Même tonalité aux Échos où Dominique Seux affirme que, je le cite, « Travailler plus est le meilleur moyen de financer l'effort nécessaire pour nos armées ». Par intérêt bien compris, Le Figaro ne prend, quant à lui, aucune pincette dans cette vaste opération de propagande. Tous ces lieutenants sont d'ailleurs sur le pied de guerre. Le 7 mars, Guillaume Tabar et Gaëtan de Capelle parlent d'une seule voix. Il n'y a pas d'autre solution que de s'attaquer enfin sérieusement aux dépenses de l'État, écrit le premier, avant que le second enjoigne de, je le cite, « dire la vérité crue telle qu'elle est en cessant de tourner autour du pot. La voici, notre sacro-saint modèle social ruine consciencieusement le pays et le prive de toute marge de manœuvre financière. » Le 9 mars, c'est au tour de l'inénarrable Nicolas Bavret de rédiger modestement le mode d'emploi du réarmement. Sans surprise, je le cite aussi, réorienter les dépenses de l'État-providence vers la défense. Et ainsi de suite. De son côté, Le Monde ne résiste pas au plaisir de sonner l'heure d'un douloureux réveil budgétaire. Le réarmement du pays, bien plus endetté que ses voisins, place l'exécutif dans la situation très délicate d'avoir à remettre à plat les dépenses de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale pour trouver des gisements durables d'économie. Quant à l'audiovisuel, c'est un véritable festival. Faudra-t-il choisir entre les canons et les allocations ? C'est vrai, oui, en partie. Regardez Dimitri, comme nous sommes encore englués dans le caprice d'un débat d'arrière-garde pour un retour sur la réforme des retraites. Déjà, le conclave là sur les retraites, avec toutes les histoires de on va revenir sur la réforme, etc., on oublie, on ferme. Je me suis posé la question si c'était pas un petit peu devenu lunaire, hors sol, ce débat sur l'âge légal qu'on veut faire revenir à 63 ou 62 ans. Non, mais lunaire, le mot est faible.
Je considérais que c'était irresponsable avant les événements de ces dernières semaines. mais Donc là, je pense que c'est même plus irresponsable, en fait. Ouais. Je pense que c'est complètement anachronique. Revenir à un âge de départ de retraite de 62 ans, si on risque de se prendre un missile sur la tête, le calcul, y compris pour les salariés, n'est pas le bon. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt inquiéter un petit peu inquiéter les Français, effectivement, pour justement préparer une forme d'acceptation des sacrifices nécessaires. Si la mobilisation du printemps 2025 a occupé un temps les médias, celle-ci devient frénétique quand l'armée française est réellement sur le point d'intervenir militairement. En 2011, la fureur s'est emparée de tous les canaux d'information juste avant les premiers bombardements en Libye. Lorsque l'éventualité d'une guerre s'est précisée, la plupart des grands médias ont manifesté un certain empressement, comme si une guerre n'était pas avant tout une guerre. Dès le vote de la résolution de l'ONU, le 17 mars 2011 au soir, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La guerre approche. Dans les médias, le bruit des bottes se fait entendre. Le 18 mars, l'agence de presse Reuters publie une dépêche. Compte à rebours pour une intervention en Libye. Le Point, l'Express, le Nouvel Obs, etc. la reprennent et font leur l'image du compte à rebours. Le lecteur est averti qu'ils se tiennent prêts. L'attente ne sera pas longue. La déclaration d'Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères, selon lequel tout est prêt pour déclencher les hostilités, est elle aussi reprise en boucle le même jour en une des sites internet. Et sur un ton encore un peu plus belliqueux que ses confrères, le site de 20 minutes titre « Libye. Malgré le cessez-le-feu proclamé par le pouvoir, les Occidentaux sont prêts au combat. De toute évidence, les médias le sont aussi. Et certains sont même un peu trop près. C'est ainsi que, dans l'après-midi du 18 mars, la chaîne iTélé, sans doute un peu trop impatiente, ose le scoop, frappe en Libye. Pourtant, aucune action militaire n'a alors été menée. Il faudra en réalité attendre le lendemain avant que soit annoncé le premier tir français. Cette impatience peut difficilement se prévaloir de visée exclusivement humanitaire. Elle traduit aussi une toute autre préoccupation, être le premier sur le coup. Ici, la concurrence journalistique se double même d'une compétition commerciale. Toutes les méthodes sont bonnes pour vendre et faire vendre. Et la palme du cynisme revient à Libération, qui en raison de la double actualité, Libye plus tsunami au Japon, a proposé à ses lecteurs un numéro spécial le vendredi 18 mars avec une double une. Le communiqué de presse annonçant cet événement est des plus révélateurs. Je cite. Vendredi dans Libération, un numéro exceptionnel consacré à la Libye et au Japon. Citation de Nicolas Demorand, directeur de la rédaction de Libération. Au moment où une série de catastrophes au Japon bouleverse chacun de nous, la communauté internationale semble enfin se mobiliser pour empêcher le colonel Kadhafi d'écraser l'insurrection du peuple libyen. Nous avons voulu donner toute sa mesure à cette actualité d'une incroyable densité, où se télescopent ces deux événements. Ce numéro collector de Libération sera disponible en kiosque vendredi 18 mars 2011. Pour Demorand, les morts, c'est collector. Mais la guerre en Libye, c'est surtout celle d'un homme, Bernard-Henri Lévy. Le 22 février 2011, sur Europe 1, Bernard-Henri Lévy s'exprime publiquement pour la première fois à propos de la Libye. Il incite l'ONU, je cite, à parler d'une voix ferme et unie pour obliger Mouammar Kadhafi à s'en aller. Il faut que l'ONU lui dise « Kadhafi dégage », assène-t-il. Débute alors un véritable marathon. Bonjour Bernard-Henri Lévy, vous nous entendez bien? Bonjour Bernard-Henri Lévy, philosophe engagé. Et le philosophe Bernard-Henri Lévy est en direct avec nous. Bonsoir. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. La révolution libyenne appartient au peuple libyen. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Benghazi, ville de 1 million d'habitants, qui fut le point de départ de la révolution libyenne, s'attend à être reprise par l'armée de Kadhafi, désormais toute proche. Est-il encore temps d'intervenir ? Oui, je crois qu'il est encore temps. Le marathon de BHL a presque été invariablement agrémenté d'un rappel de chacun de ses faits d'armes, au point de faire oublier qu'un autre que lui, Alain Juppé, exerçait les fonctions de ministre des Affaires étrangères. Les journaux multiplient les articles à la gloire du nouveau Malraux, faisant se succéder portraits flatteurs et interviews éblouies. Dans le flot des articles, on pouvait vivre en direct les conversations privées entre le président de la République, Nicolas Sarkozy, et BHL.
Exemple avec le Figaro Magazine du 26 mars. Malgré les difficultés d'une communication régulièrement coupée, BHL téléphone au président français. « Tu dois recevoir les Massouds libyens ». De retour à Paris, BHL rencontre Nicolas Sarkozy. Lors de leur tête-à-tête, à l'heure du déjeuner, le philosophe trouve les mots justes. « Le sang des Libyens éclaboussera le drapeau français qui flotte sur Benghazi. Si ça se trouve, ce drapeau sera leur linceul. » Ce lundi, à l'Élysée, BHL plaide pour un bombardement des 3 aéroports principaux de Libye, etc., etc. Sans cesse, ces moindres faits et gestes sont rapportés au grand public. Autre exemple, dans le même journal, Bernard-Henri Lévy mobilise ses réseaux intellectuels en France et voit Daniel Cohn-Bendit au Flore pour qu'il fasse de même avec ses amis allemands. Depuis l'hôtel Raphaël où il loge, BHL organise une rencontre entre des représentants du CNT, les opposants libyens à Kadhafi, et des leaders d'opinion français parmi lesquels André Glucksmann, Harlem Désir, Bernard Kouchner, Pierre Berger et Laurent Geoffrin. Le Point joue un rôle plus spectaculaire encore, retraçant sur 4 pages les mouvements de la valse orchestrée par son indéboulonnable chroniqueur. Présenté comme l'autre ministre des Affaires étrangères, BHL voit son arrivée en Libye décrite avec un comique sans doute involontaire. Il marche en équilibre sur des gravats, console une femme éplorée, interpelle des jeunes garçons qui portent sur le dos des drapeaux aux couleurs de la Libye d'avant l'arrivée de Kadhafi. Voici venu le sauveur tant attendu. Afin d'être certain que l'histoire ne perde pas une miette de son épopée, Bernard-Henri Lévy compte 2 fois encore ses pérégrinations. Quelques mois après le début de l'aventure libyenne, il publie un livre et sort un documentaire au cinéma. Et les grands médias ont couvert, avec la mesure qu'on leur connaît, les 2 événements. Pour terminer avec cet épisode, le chroniqueur multicarte Claude Askolovitch résume involontairement, dans le JDD du 20 mars 2011, les dérives médiatiques du traitement des conflits armés. Je cite : « En portant la France contre Kadhafi, Nicolas Sarkozy nous a épargné un remords. Il y avait l'Espagne républicaine, la Tchécoslovaquie, Srebrenica, le Rwanda. Il n'y aura pas Benghazi. Cela n'annule aucun grief, mais cela peut aussi justifier un mandat. Un homme de pouvoir à l'arrivée, ce sont quelques gestes, quelques choix, qui vous placent du côté de l'honneur ou du regret. Et ce n'est pas un hasard si Sarkozy, dans l'honneur, a retrouvé Bernard-Henri Lévy. Le philosophe trimballe ses rires et ses scories, mais quand vient l'essentiel, il est du bon côté. Ça justifie une vie. Il y a tout ici. La complaisance à l'égard du pouvoir, le soutien à l'intervention militaire, l'absence de compassion pour les victimes, et surtout la grandiloquence que manient, parfois avec dextérité, les va-t-en-guerre quand il s'agit de partir au combat. Costume et chemise blanche ouverte au milieu des treillis, le philosophe médiatique dispose, du reste, d'un véritable muséum photographique à sa gloire. Quel art que celui de toujours se trouver aussi proche du photographe et des dirigeants politiques. Alors pourquoi ? Pourquoi les médias occidentaux reprennent-ils avec tant d'emphase les discours belliqueux des dirigeants occidentaux ? Qu'il s'agisse des bombardements israéliens ou américains au Proche et Moyen-Orient, ou du réarmement de l'Union européenne face à la fameuse menace russe. Cette tendance, loin d'être anodine, reflète une combinaison de facteurs structurels, économiques, politiques et culturels qui façonnent les lignes éditoriales. Tout d'abord, on le répète assez souvent, la concentration des médias entre les mains de grands groupes industriels constitue un facteur clé. En France, des groupes comme Bolloré avec Canal+, CNews ou Bouygues avec TF1, LCI contrôlent une part significative des médias, influençant directement ou indirectement les lignes éditoriales. Cette concentration limite la pluralité des voix. Les rédactions sous pression financière privilégient des contenus peu coûteux, comme les commentaires d'éditorialistes récurrents qui reprennent les récits officiels sans investigation. Ensuite, on l'a bien vu, l'influence politique est un autre moteur puissant. En France, les médias mainstream s'alignent souvent sur les priorités du gouvernement, notamment le soutien à l'OTAN et à ses alliés. Cette convergence s'explique par l'accès privilégié des médias aux sources officielles. Les communiqués de presse des gouvernements occidentaux, de l'OTAN ou récemment de l'armée israélienne sont souvent repris tels quels, sans vérification. La baisse de qualité journalistique, liée à la précarisation des rédactions, joue également un rôle déterminant.
Les réductions budgétaires ont conduit à des effectifs restreints et à une dépendance croissante aux agences de presse, qui standardisent de fait l'information et privilégient les récits des capitales occidentales. Les journalistes, souvent en contrat précaire ou pigistes, sont plus vulnérables aux pressions éditoriales et aux récits préfabriqués des gouvernements. Par ailleurs, l'éditorialisation des médias, où les chaînes d'information continue se transforment en tribunes d'opinion, amplifie le soutien aux interventions militaires occidentales. Je dis bravo, oui, évidemment. Moi, je me suis réveillé de bonne humeur ce matin. Pour une fois, je trouve que le monde allait mieux. Voilà. Pourquoi ? Parce que ce régime des mollahs est quand même le régime le plus atroce qui soit, sanguinaire, les pendaisons, les femmes torturées, assassinées, etc. C'est le régime le pire qui soit depuis la chute du communisme et la chute du nazisme. Voilà. Bon, parler de désescalade comme le font nos dirigeants européens et singulièrement le ministre des Affaires étrangères est totalement ridicule. C'est pas le moment de désescalader, surtout pas. Donc il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, on peut pas être au milieu du gué. Sur les plateaux de CNews, LCI ou BFM TV, qui ressemblent souvent à des salles de meeting, les débats sont réduits à des confrontations polarisées, sans analyse factuelle, et s'accompagnent d'une dramatisation des récits qui privilégie l'émotion et l'urgence au détriment des faits. Les réseaux sociaux comme X ou TikTok jouent un rôle ambivalent. D'un côté, ils permettent une contre-information en diffusant des images brutes, comme celle des destructions à Gaza ou des victimes civiles iraniennes. Ces contenus, souvent produits par des citoyens ou des médias indépendants, obligent parfois les médias traditionnels à aborder des sujets qu'ils auraient autrement ignorés. D'un autre côté, l'accélération de l'information sur les réseaux sociaux favorise les approximations et la désinformation. Les médias, sous pression pour rester compétitifs, reprennent souvent des contenus viraux sans vérification. Et aussi, disons-le, les médias occidentaux sont influencés par des biais culturels et idéologiques profondément enracinés. L'idée d'une supériorité morale de l'Occident, plus ou moins explicite, conduit à faire une hiérarchie des vies et des victimes. Enfin, la censure imposée par certains gouvernements alliés, comme Israël, limite l'accès à une information contradictoire. Depuis mai 2024, Al Jazeera est interdit en Israël. Et le quotidien Haaretz a été sanctionné pour ses critiques du gouvernement Netanyahou. Et deux poids, deux mesures, puisque la chaîne russe RT est interdite en Europe, sous prétexte justifié d'être au service du Kremlin. Tandis que la chaîne de propagande franco-israélienne I24 News, qui fabrique des mensonges, comme l'affaire des bébés décapités, n'est pas inquiétée par les autorités françaises. Si la communauté internationale, si l'Union européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable et si on va reprendre Gaza, tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. Nous sommes un pays avec une bombe atomique. Voilà, j'ai rien à dire. Personne ne doit habiter cette terre, d'accord ? Personne, d'accord, ne doit habiter cette terre si ce n'est pas le peuple juif. Pour conclure, saluons quand même le travail de ces nombreux journalistes dans le monde qui s'extirpent, comme ils le peuvent, de ces pressions et qui vont, à contre-courant de leur rédaction et de l'histoire officielle, tenter de rapporter des faits vrais et de révéler les mensonges de leur gouvernement. Saluons aussi Julian Assange et son média d'information, Wikileaks, ainsi que tous les lanceurs d'alerte qui ont permis de révéler au monde entier des crimes de guerre, des intrigues géopolitiques et des espionnages de grande ampleur. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Quatrième Pouvoir, une émission de critique des médias de Blast, en partenariat avec Acrimed. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver notre travail sur le site acrimed.org et le soutenir en faisant un don à notre association. Vous pouvez également soutenir le travail de Blast pour financer cette émission et toutes les autres. On se retrouve pour une nouvelle saison à la rentrée. Bon été à toutes et à tous.